Rapidement, je veux donc vous présenter, me faire une mise en contexte du cours d'autodéfense intellectuelle, d'où ça vient. Jacques a présenté quelques idées, mais je veux compléter, je pense que c'est important. Vous parlez de la communication, puisque le centre, le cœur de ce cours-là, indirectement, c'est la communication pour les étudiants auxquels je m'adresse. Mais pas n'importe quel type de communication, des dérives de cette communication-là, ou des dérives des communications possibles, qui amènent finalement à se questionner sur le convaincre dans notre société en général, par le biais de la publicité, par le biais du politique, par le biais de plein de sphères où il y a de l'expression, bref, de la communication, pour en arriver justement à ces dérives, puis une courte conclusion, bien sûr. Je suis enseignant en philosophie depuis déjà 11 ans. Il y a Noam Chomsky, je ne sais pas si vous connaissez, un philosophe américain très important, très critique, effectivement, qui avait proposé une phrase comme ça assassine dans un de ses livres, que si on avait des vrais systèmes d'éducation, ou un vrai système d'éducation, on lui donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. L'idée me reste en tête, bien sûr, ça l'a trotté, et puis, voilà peut-être 5-6 ans, Normand Baillargeon, qui enseigne à l'Université du Québec à Montréal, ici, en éducation puis en philosophie, écrit un petit livre qui est fort intéressant, percutant, et à la portée de tous, d'autre part, qui s'appelle « Petit cours d'autodéfense intellectuelle ». Alors là, ça a été la bougie d'allumage. J'ai appelé Normand, j'ai dit « Écoute, Normand, ni plus ni moins, je te vole ton idée, ton titre. » Il était très heureux de ça. Et puis, je l'importe dans mon cours et je construis un contenu. Le cours est porté indirectement par le contenu que je leur donne, mais aussi par leurs intérêts. Rapidement, petite parenthèse, il n'y a aucune évaluation dans le cours. La seule évaluation, c'est une présentation d'un travail qu'ils font en équipe. Et ce travail-là, c'est à partir de leurs intérêts, de leur champ d'études. Donc, cette session-ci, je viens de terminer le cours mercredi dernier. J'ai d'ailleurs des images d'une équipe qui a fait un travail et puis une petite vidéo. Gestion hôtelière, il nous présente des images où, à quelque part, il y a une dérive de la communication. Pour nous convaincre, pour nous informer, la publicité, il y a des dérives. Ce qu'on appelle une dérive, la manipulation. Donc, chacun des étudiants, chacune des étudiantes sont invités à travailler sur des thèmes qui leur sont familiers ou intéressants. Hypersexualisation, les pseudosciences, j'ai eu cette session aussi, l'astrologie, la manipulation dans le monde hôtelier, etc., etc. Donc, ça fait une espèce, excusez l'expression, un groupe qui n'est pas homogène, hétérogène, et avec des tendances, des intérêts éclatés, et j'en apprends autant qu'eux en passant sur ces choses-là. Maintenant, le cours en tant que tel. Je vais assez vite là-dessus, mais quand même, je veux positionner, je pense, l'intérêt. Je suis un enseignant en philosophie, j'enseigne donc les 3 cours de philosophie qui se donnent au collégial. Mon intérêt était d'aller dans la marge un petit peu. Autre que parler de Platon, de Schopenhauer, pour les amener à avoir l'esprit critique, puis un regard un peu critique sur les choses. Je suis allé dans la marge, c'est-à-dire justement de partir des sujets d'actualité, des sujets concrets qui leur tiennent à cœur, et des amener indirectement au noyau de la philosophie, c'est-à-dire l'esprit critique. Je dirais que le cours est à la jonction entre 3 grandes disciplines. La sociologie, premièrement. Monsieur Dulon pourrait nous entretenir là-dessus très longuement, j'imagine. Sociologie, qui est une science très fort intéressante. Psychologie et bien sûr la philosophie. La question fondamentale de la sociologie, ultimement, comment fonctionne la société, donc un savoir qui est essentiellement descriptif. C'est-à-dire que donc on regarde comment fonctionne notre société, comment fonctionne la publicité, etc. Et on décrit le fonctionnement de cette société-là. On n'intervient pas avec des jugements de valeur, dire j'aime, j'aime pas, ça devrait être comme ça devrait pas l'être. On regarde. Même chose pour la psychologie, comment fonctionne le comportement humain, c'est donc décrire des comportements. Par la suite, savoir s'ils sont acceptables ou pas, ben c'est là que j'interviens et je me fais un plaisir avec ma déformation professionnelle de les questionner là-dessus. Je veux les amener, bien sûr, à se questionner sur des comportements acceptables, une société, ultimement, qui se positionne de manière acceptable, et de donner leurs avis. Il faut se rappeler toujours que c'est pas un cours obligatoire, c'est un cours complémentaire. Il y avait eu le choix de faire de la plongée sous-marine, sont venus se poser des questions, développer leur esprit critique. Donc, pour les amener à réfléchir sur ces thèmes qui appartiennent à la socio, à la psycho et à la philosophie, je passe par un chemin assez particulier. Je vous le présente un peu plus tard. La communication. Je ne vais pas vous donner de cours ici ce matin, très loin de moi cette intention. Cependant, j'aime bien canner avec les étudiants la chose suivante. Il y a des thèses en philosophie qui nous apprennent qu'il est impossible de ne pas communiquer. On communique toujours. Il y en a d'autres, comme dans toute bonne science, qui disent l'inverse. C'est possible de ne pas communiquer. Mais l'important pour un étudiant qui a 17 ans, qui écoute les nouvelles, qui écoute par exemple le bilan de la soirée électorale que vous avez tous probablement regardé ici, qui regarde une publicité qui lui dit « Si tu veux être performant, parce que vous savez que Nike ne vend plus d'espadrilles, ça fait très très longtemps, on ne vend plus de casquettes, etc., on vend de la performance. Si tu veux être performant, consomme tel produit. Si tu veux être belle,
consomme tel shampoing, l'étudiant, pour qu'il fasse la différence entre les trois champs de communication que sont l'informatif, l'expressif, je vous vends le punch tout de suite, et le convaincre, il faut qu'il sache à la base quelles sont ces voies, quels sont ces genres de communication. Et le mélange de ces genres fait que l'étudiant, quand il regarde une publicité, quelquefois, je parle d'étudiants, mais du jeune en général, et de nous aussi, quand on voit une publicité, on prend cette communication-là à la base comme étant une communication informative. Alors que très souvent, je dirais 95% des cas, ce n'est pas une communication informative. C'est pas là pour nous informer, pour nous donner des faits à propos d'un produit, c'est là plutôt pour nous convaincre d'acheter le produit. De là, la fille stéréotypée, hyper sexualisée. De là, l'homme stéréotypé comme un homme de Cro-Magnon, si on veut, un peu sans réflexion. De là, leur stéréotype des projets, des idées qu'on vous vend. Donc, je les amène à la chose suivante, de différencier les trois grandes classes, les trois grands genres de la communication. L'expressif, l'informatif et celui qui se retrouve coincé au centre, l'argumentatif. L'expressif facile, et l'étudiant a besoin de comprendre cet outil-là, on parle finalement d'une communication qui s'appuie essentiellement sur les états ressentis, sur la subjectivité, l'émotion, d'un côté. Et à l'extrême, de l'autre côté, on a quoi? On a l'informatif, qui, lui, est loin des émotions, met en retrait, prend une distance justement de ce complexe d'affection-là, des affects, pour nous amener dans des descriptions qui se veulent le plus possible objectives. Argumentatif, la communication, donc pour convaincre, propose des bonnes raisons de croire une chose. Et ça, on retrouve ça partout, puisque ces catégories-là sont dans toutes les sphères. On va le voir un peu plus loin. L'objet du cours. Je fais pas un cours de com, l'université est là, il y a des cours, de bons cours de communication au cégep qui sont là, mais à partir de ce spot, excusez-moi, publicitaire-là autour de la communication, la dérive nous intéresse, c'est l'objet de notre cours. C'est-à-dire que l'étudiant qui est au centre, d'un côté, on regarde les dérives de la communication expressive, qui serait dans ce cas-ci l'illusion, le mensonge, la dérive de la communication informative, qui prendrait la forme de la désinformation et encore une fois du mensonge, lorsqu'on manipule le contenu même du message, pour amener la personne à créer un comportement X ou Y. On parle de manipulation dans ce cas-ci. Et donc, communication expressive à gauche, à droite informative, et celle qui est au centre, qui nous intéresse particulièrement ici, la communication pour convaincre. Pourquoi? Parce que le convaincre est au centre des relations humaines, est au centre de toutes les relations qu'on entretient chaque jour, et c'est le fondement même, on va le voir par la suite, de la démocratie. La parole pour convaincre est au centre des relations humaines. Donc, l'objet du cours, c'est quoi? C'est, bien sûr, les dérives possibles de ces grandes catégories de la communication. Quand j'entends dérive, je parle de manipulation. Donc, ici, je vais m'attarder, bien sûr, à la communication pour convaincre. Et je partirai avec l'idée suivante. Pour asseoir, je dirais, parce qu'on fait un peu de philosophie. Je le cache parce que ça fait peur quelquefois, mais je fais un peu de philo avec eux. C'est-à-dire que je les amène à réfléchir puis à argumenter sur des positions. Donc, il faut partir de l'idée suivante, que le sens du convaincre, tout ça, ça prend son sens où? Dans la démocratie. C'est-à-dire qu'on a fait le choix qu'on installe, qu'on met de la démocratie dans un pays où, historiquement, on peut regarder avec ce qui se passe en Égypte présentement, c'est fantastique, qu'on place la parole pour convaincre au centre des relations humaines, on fait un changement de paradigme. Et le paradigme est le suivant. On va passer de la parole, on passe de la parole pour mettre de côté un paradigme qu'on ne veut plus en démocratie, c'est-à-dire la violence. Vous savez, quand on veut convaincre en dehors de la démocratie, il s'agit de sortir un bâton, de sortir un pouvoir ou un contrôle, et on arrive facilement à convaincre l'autre personne. En démocratie, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que les règles du jeu ont changé. On vient d'insérer entre les individus la mise suivante. On fait le gage que chaque individu est capable de se servir de sa parole, parce qu'on a mis de l'égalité entre les citoyens, on est capable de se servir de sa parole, et de cette parole-là, c'est la parole pour convaincre. Vous devinez bien que dans ce cas-ci, dans notre contexte d'une société où la démocratie est présente, on a besoin de personnes, donc de jeunes adultes, qui prennent la parole, qui doivent avoir accès à cette parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole pour convaincre. Pas nécessairement philosophique, on s'entend, mais pour convaincre. Et cette parole-là, pour convaincre, on constate quoi? Qu'elle est partout. Donc, la démocratie, en d'autres mots, c'est un refus de la violence. Il faut la voir comme ceci. Et si on regarde tout ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux en Égypte, en Tunisie dernièrement, c'est quoi? C'est un refus de cette violence-là qui est en train de se manifester par un canal qui est très intéressant de communication. Ici, les médias sociaux. On parle d'abattre les écrans depuis tout à l'heure. Très intéressant. Et puis, on pourra en débattre aussi de ça. Mais il y a des outils de communication
auquel il faut s'approcher dans certains contextes. Puis le contexte de l'Égypte est un contexte qui ressemble drôlement à celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on réussit à communiquer, on réussit à transmettre de l'information pour que les citoyens, justement, prennent conscience de ces outils-là. J'avance un peu plus et je vous largue ma vignette qui est la plus chargée, je m'en excuse. Cette vignette-là est importante pour moi parce que c'est une prise de conscience individuelle. Et là, le cours ensuite peut bien progresser. Je vous le lis bêtement comme ça. Nous sommes tellement donc convaincus que nos actes dépendent de nos intentions. J'achète du shampoing, c'est parce que je le veux bien. Je m'achète un iPod, c'est parce que je le veux bien. Je me fais dire finalement que tel téléphone cellulaire, tel téléphone intelligent est performant. Et mon choix, quand je le fais, c'est moi qui le décide. On est convaincu de ça. Et c'est correct ainsi. Sinon, ce serait grave et triste. Donc, on est tellement convaincu que nos actes dépendent de nos intentions et a fortiori de nos opinions ou de notre personnalité qu'on devient très sensible à toute tentative manipulatrice qui porterait directement sur nos intentions ou nos opinions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Autrement dit, j'ai un comportement, je vote pour tel parti, j'achète tel shampoing, je récupère un texte, je le lis, je suis d'accord avec, ça dépend directement de mon intention. Et si quelqu'un se glisse entre mon intention et mon comportement, ah ben là, je me sens plus à l'aise. Je perds un peu de ma liberté, en d'autres termes. Donc, on est toujours dans le contexte, bien sûr, de la démocratie. Je leur pose une question à partir de là. Le constat est fait. Nos comportements découlent directement de nos intentions. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous avez, par exemple, signé la pétition sur l'eau. Vous avez eu un comportement, mais à quelque part, il y a quelque chose de magique qui s'est passé. C'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'est glissé entre votre comportement et votre intention. Et c'est ça qu'on va observer durant le cours. Dans la vie de tous les jours, qui tente de nous convaincre, si on regarde, et comment? C'est le comment qui est important. Je vais rapidement sur le qui. On dit que dans la vie de tous les jours, qui tente de nous convaincre? La sphère du quotidien. Vous êtes d'accord avec moi? J'invite une personne à aller prendre un café, j'essaie de la convaincre. On est là. La sphère du politique, on l'a vu dernièrement, j'y passe très rapidement aussi. Les causes sociales. Les causes sociales, lutte contre les échecs scolaires. On a des représentants de direction ici, bon. Lutte contre les échecs scolaires. Réinsertion des garçons au secondaire, on en parle de plus en plus. Prévention, santé, lutte contre les accidents, économie d'énergie, réinsertion des chômeurs. Vous avez tous vu les publicités de la CSST, hein, les accidents de travail et tout. On est là, on essaie de convaincre des gens. Puis on ne vend pas du shampoing ici, là. C'est une cause qu'on croit juste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La fin est intéressante. Le monde des affaires en général, et on y arrive, bien sûr. Donc, le commerce, le management, le marketing, qui est une stratégie pour arriver à convaincre. Comme parlait M. Dupont ce matin, le marketing, c'est rien d'autre que des stratégies. Lorsqu'on parle de la publicité, c'est finalement l'aboutissement de cette stratégie-là. Si on fait la comparaison entre la course automobile puis le contexte duquel on est en train de parler, la stratégie que je prends, les arrêts aux pluies avec ma voiture, c'est le marketing, puis la voiture, c'est la publicité. On se comprend bien? Maintenant, comment convaincre? Et c'est là que ça devient mordant et intéressant. L'autorité et la hiérarchie. Il n'y a personne ici qui va remettre ça en question. J'ai un employeur, mon employeur me demande de faire du temps supplémentaire, je l'accepte. C'est les règles du jeu. Autorité, hiérarchie, donc, je me fais convaincre par le système qui est la hiérarchie. Ça paraît convenable et c'est acceptable. Deuxième chose, l'argumentation. Je dois convaincre quelqu'un, je suis en politique, encore une fois, individuellement, je veux convaincre une personne d'abandonner telle situation. J'essaie de le convaincre avec des arguments. Vous serez d'accord avec moi aussi, c'est plus difficile, par exemple, parce que ça demande plus de compétences, ça demande plus d'outils pour convaincre une personne. Maintenant, la dérive de ce convaincre-là, auquel je voulais vous amener cet après-midi, la dérive du convaincre, ce serait quoi? Ce serait ce qu'on appelle en psychologie les technologies comportementales périphériques. On parlait de vocabulaire ce matin, là, qu'on change le mot pour donner un nouveau sens. C'est un peu George Bush avec ses frappes chirurgicales. Plutôt que de dire de bombardement massif, on parle de frappes chirurgicales, mais on fait la même chose en bout de ligne. Ici, technologie donc comportementale périphérique, ce qu'on appelle systématiquement de la manipulation. C'est plus facile, vous en conviendrez, c'est plus facile et ça demande beaucoup moins de compétences. Les enfants sont fascinants à ce point de vue-là. Hein? Juste à se rappeler, moi j'ai un enfant de 3 ans et de 6 ans, quand il veut écouter Spider-Man, justement, quand il veut le gâteau Spider-Man, quand il veut tel produit, il va prendre toutes les façons, les moyens qui sont proches de lui, parce que c'est facile, ça lui demande pas de compétences et il cherche une fin. La manipulation, on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est plus facile, ça coûte moins cher intellectuellement et ça porte fruit. Quand on parle d'amener les jeunes à revenir dans le système scolaire, la fin est intéressante. C'est une manipulation qu'on pourrait trouver acceptable. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être, ultimement. On dialogue de ça avec les élèves pendant les 45 heures du cours. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne le serait pas?
Mais ça reste néanmoins que la manipulation, c'est, au point de vue étymologique, ça signifie pétrir de ses mains. Donc, agir sur un matériau qui est inerte et malléable, qui obéit volontiers. Et quand on pense à autodéfense intellectuelle ou à esprit critique, on pense justement au contraire de ça. C'est-à-dire une résistance qu'on offre à quoi? À une évidence. À une évidence, c'est-à-dire, si tu veux être belle, consomme tel produit. Si tu veux que les gens te remarquent, consomme tel baume à lèvres. Si tu veux, etc. Si tu veux être performant, je reviens avec mes Nike, si tu veux être performant, c'est Nike qu'il te faut. Donc, on est dans ce contexte-là. Et la résistance à cette évidence-là, c'est la résistance indirectement à de la manipulation. Je vais vite. Harris, 72, un psychologue, obtenir de quelqu'un qui fasse quelque chose dont il aurait préféré se dispenser. Avoir su, je ne l'aurais pas fait. Obtenir d'autrui qu'il fasse de lui-même ce qu'on souhaite le voir faire en utilisant des moyens détournés. Il y a toujours l'idée de détourner, de sans son consentement. Je vais loin peut-être dans l'idée, mais la représentation est forte. Il y a un élève cette session-ci qui me dit « Patrick, c'est un viol intellectuel, donc. » Le mot « viol » est très fort, j'en conviens, mais on est un peu là. On entre dans l'esprit de quelqu'un, on lui crée, on le conditionne à penser, à donner une expérience ou une valeur face à un produit, on répète le message plusieurs fois et on vient d'introduire 3 techniques de manipulation dans son esprit, ce qui va faire que, malgré tout, lorsqu'il va arriver à l'épicerie, il va croire que lorsqu'il prend les céréales X ou Y, c'est lui qui a choisi ça. Et c'est là que ça devient pernicieux, je dirais. Je continue. Consiste à entrer par réfraction, j'aime beaucoup, Breton, Philippe Breton, très intéressant. Consiste, et c'est très significatif et visuel, celle-ci, à entrer par infraction dans l'esprit de quelqu'un, déposer une opinion, un comportement, un message, sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu effraction. J'ai l'image du type qui va dans votre sous-sol, qui ouvre la fenêtre, qui rentre, vous dormez, vous ne savez pas, il prend la télé, il sort, il referme la fenêtre puis il s'en va. Vous n'avez rien vu ni connu. Vous croyez que tout va bien, mais ça ne va pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu manipulation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou un message qui s'est inséré entre vous, esprit raisonnable, logique, etc., et le comportement que vous allez adopter. Je continue. Donc, bref, situation de communication, quelqu'un veut convaincre un auditoire, mais fait tout pour que cet auditoire soit privé de sa liberté fondamentale de choix. On vous enlève votre liberté. Et qu'est-ce qui est important en démocratie, encore une fois? La liberté de la parole. La parole libre pour convaincre. Vous allez avoir peur. C'est le noyau dur du cours. C'est-à-dire que je leur montre plein de moyens. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que les dérives de la communication pour convaincre, elle est où? Elle est à partir du moment où ces moyens-là sont empruntés pour arriver, marketing, à une stratégie pour te convaincre. Et on s'amuse grandement puisque ensuite, on va dans la publicité et là, on va s'amuser longuement. Parce que la publicité, ce sont des messages infiniment manipulatoires. Je vais rapide, mais je veux quand même retenir quelques-uns pour exemplifier mon propos. Manipulation des affects. Très intéressant. Vous savez, je reviens à Descartes, mais je ne veux pas aller là quand même. On a divisé l'homme en deux, l'homme rationnel, l'homme affectif. On travaille avec ça. La manipulation travaille exactement avec ces catégories-là. C'est-à-dire qu'on va travailler avec la manipulation des affects dans un premier temps. C'est quoi? Procédé qui suscite un état émotionnel. Un état émotionnel. Ton corps, ton esprit est suscité par ce message chez le récepteur afin de faire quoi? Et le mot-clé ici est paralyser ton jugement. Le but, c'est de créer une stratégie qui, pendant quelques secondes, ton jugement va être paralysé totalement, et puis je vais pouvoir t'indiquer le message, et par la suite, lorsque ton jugement va dégeler, tu vas accepter ce message-là. Donc, de lui faire accepter le message sans discussion. On parle des émotions, c'est pour ça qu'on parle des affects, bien sûr. Relation d'identification. Vous le voyez tous les jours, ça paraît tellement banal. C'était l'autre juste avant, c'était le lien YouTube. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'y aller. La pub était la suivante. Vous voyez Tiger Woods avec un bâton, qui lève son bâton de golf, bien sûr. Vous voyez pas c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Il faut le savoir. Et tout le long, vous avez une musique classique. Donc, Tiger Woods qui représente quoi? Les jeunes de 18 ans qui ont des cours d'éducation physique et qui jouent au golf adorent Tiger Woods. Je vais juste vous montrer ça. Donc, l'identification entre moi, je suis comme lui, et là, on voit quoi à la fin de son coup de bâton? On voit sa casquette avec le swoosh de Nike ici. Jamais on a parlé de Nike durant toute la publicité, mais on a associé deux idées. Tiger Woods, qui a une certaine autorité, auquel on peut s'identifier, et le swoosh de Nike qui est à l'autre côté. Ici, on est encore dans l'amalgame affectif, causalité qui est
qui est non fondée. Si vous observez d'un côté, on a la Coolpix 2100, Coolpix 3100, et c'est bien marqué 2 millions de pixels, 3 millions de pixels. Qui aurait cru que le sexe pouvait faire vendre des appareils photo? Et on le fait. Il n'y a aucun lien entre l'appareil photo, bien sûr, et entre le sexe. Je vous lis un petit truc. Donc, à l'origine d'une marque d'appareil photo, ici Nikon, qui pour créer une évidence, un spot donc publicitaire qui est assez simple, il ne faut pas que ce soit complexe, il ne faut pas d'effort intellectuel. Faut que comme un enfant. La publicité va travailler avec les mêmes paramètres que lorsqu'on travaille avec un enfant. Il faut que ce soit simple, facile et rapide. Sinon, on perd la personne. On est ici, on est dans la simplicité, dans la rapidité et dans l'efficacité du message. Donc, aucun lien avec le message lui-même. Je continue ma phrase, excusez-moi. Donc, montrer un mannequin en décolleté, avec un focus, bien sûr, sur sa poitrine, de façon érotique, le tout accompagné d'un slogan simple associant deux éléments. 2 millions de pixels, 3 millions de pixels. La pub associe donc un produit, un élément émotif fort chez les jeunes. Quand on parle de créer un état émotif, on est là. Un émotif fort, ici érotique, qui n'a aucun lien avec lui. Le message seul n'aurait aucune chance d'être efficace, donc on essaie de lui transférer une valeur émotionnelle favorable à partir de n'importe quel élément extérieur. C'est là qu'est la dimension, bien sûr, manipulatoire. Pourquoi? Parce que l'association proposée est absolument sans fondement. Tantôt, M. Dupont parlait de martelage. On est exactement là. Ça, marié avec la réplication du message, la répétition du message, c'est deux associations manipulatoires qui deviennent très efficaces, très, très, très efficaces. Vous vous rappelez probablement votre cégep avec les cours autour de la psychologie de Pavlov. On sonne la cloche, on nourrit un chien. C'est exactement ça. On crée un réflexe pavlovien dans la publicité. C'est-à-dire qu'on associe un produit avec une valeur, avec une expérience, et à force de répétition, on devient à manipuler entre les têtes, on devient avec l'évidence que, bien oui, quand je consomme Nikon, finalement, je consomme ça. On crée cette évidence-là. Le cours d'autodéfense, encore une fois, c'est quoi? C'est de prendre les évidences, les associations qui peuvent être fausses finalement, prendre l'évidence, la questionner et la déconstruire par la suite. Même chose, excusez la qualité peut-être, on est chez Nikon encore, on a deux jeunes filles hyper sexualisées, on se demande si ont 18 ans, et puis vous avez un appareil photo finalement qui cadre l'information. Ici, même chose, causalité non fondée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre la bague, donc la joaillerie qui vend la bague, et la femme, et on met un message, un slogan choc, « The first remote control ever invent ». Donc, la fille défait les jambes quand on tend la bague. Ici, la force de la pub, elle est où? C'est les 1000 mots, là. OK, on se comprend? Là, il y a deux images, donc c'est 2000 mots ici, on s'entend? C'est-à-dire que la puissance, c'est qu'on l'a jamais dit, cette chose-là. Mais le lien entre les deux, vous le faites. On vous conditionne. Casino de Charlevoix, donc l'Auto-Québec, donc appareil gouvernemental, on avait une fille en décolleté qui se penchait, si vous avez vu la pub, ça fait peut-être 2 ans de ça, la croupière était très décolletée, très, très décolletée, elle se penchait, puis elle demandait aux joueurs, « T'as-tu vu ma paire? » Et on jouait sur l'ambiguïté entre les seins et la paire, les cartes. Ça, c'est l'Auto-Québec dont on parle. Okay? On est là. Pas créer je pense pas créer une atmosphère paranoïaque, mais on est là. L'autodéfense intellectuelle, nous, quand on consomme, on se dit au moins, on l'a. Mais le jeune de 6, 7, 8, 9 ans qui se fait marteler par ce message-là, ça devient évident. C'est évident. Okay? Ici, on est sur une manipulation qui est intéressante. Plutôt que les affects, on va manipuler ici le contenu même du message. Ça s'appelle des mensonges. Je ne vais pas faire de politique ici, ça a été prouvé néanmoins, mais les armes de destruction massive avec George Bush, etc., on est là. On modifie le contenu même pour arriver à créer un comportement chez une personne. On est dans la manipulation, encore une fois. Ici, c'est des étudiantes en technique de gestion hôtelière qui m'ont amené ces images-là. Le Hyatt Regency Washington, bien sûr à Washington, vous voyez, c'est vendu pour les hommes d'affaires. Vous avez le Hyatt qui est là et vous avez le Capitole qui est juste à côté. Ça, c'est la photo du pamphlet. La vraie photo, elle est là. Donc, le Capitole est un petit peu plus loin. OK? Ici, on ne manipule pas les affects, vos émotions, mais on manipule le message même. J'y vais avec une deuxième photo ici qui est assez intéressante. Le bleu, l'immensité de la piscine, bien sûr, le contexte. On est à Miami. Et puis, si on y va, ça ressemble plus à ça. OK? Ce qu'on est en train de faire, donc, on prend l'information, on en cache, on ajoute
On enlève, on distorsionne le message, on vous le donne et vous avez le pont à faire, vous, subjectivement, l'association entre les deux. Je suis en philo, je ne peux pas m'empêcher. Autre façon de faire qui est très importante et auquel les jeunes doivent s'habituer de voir ces façons-là, c'est les sophismes, ce qu'on appelle un sophisme, donc un argument à logique fallacieuse. Ça apparaît rigoureux, mais quand on gratte derrière, il n'y a absolument rien. Ça ne tient pas la route, bref. Il ne faut pas se tromper avec le paralogisme, parce que le sophisme, on a la volonté de tromper. On sait que si on fait cette production logique-là, on va amener l'autre personne dans son piège, autrement dit. On en fait tous les jours en passant, des erreurs logiques. Ça s'appelle des paralogismes. Et quand vous le faites de manière intentionnelle, ça se transforme en sophisme. Dans ce cas-ci, appel à l'autorité. Vous avez quoi? Vous avez une publicité d'Apple à gauche. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle fait appel à son autorité, c'est-à-dire regardez Apple, puis regardez le reste. Ça devient évident que quoi? Vous devez consommer le branding Apple. On est là. De l'autre côté, appel à l'autorité, Capsilex, on parlait tout à l'heure d'éducation physique, Jacques. Capsilex, c'est la pilule pour perdre du poids que les célébrités aiment. Alors voilà, on s'appuie sur l'autorité des célébrités, on met un mannequin, etc. Les jeunes qui consomment énormément de vidéoclips, etc., ils travaillent avec ces outils-là, regardent ça, et ça devient une évidence, à force, encore une fois, de répétition, de répétition, de répétition du message. Le faux dilemme, qu'on connaît tous, 25 minutes de jogging ou Capsilex, encore une fois. C'est un faux dilemme. OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on rend le 25 minutes de jogging détestable, personne ne le veut, puis on dit, t'as ça ou t'as Capsilex, qui vient te rendre service. C'est un faux dilemme. Il faut voir que si on comprend la méthode qui est derrière, on est capable de faire obstruction au message puis de dire, ça marche pas, ça fonctionne pas, ça tient pas la route. L'écran de fumée qu'on voit très souvent de ce temps-ci, c'est très populaire. Je lis ici, oui, l'écran de fumée. C'est-à-dire, on utilise la complexité d'un langage maîtrisé par une minorité pour maîtriser ou mystifier la personne qu'on a devant nous. Regardez les pubs, encore une fois, j'aurais en mettre plus, je suis désolé, mais antioxydant, ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, antioxydant? Mais on met le terme. C'est un langage scientifique, ça donne la crédibilité, c'est un peu mélangé avec l'autorité en passant, ça donne la crédibilité. Antioxydants, probiotiques, enzymes, liposomes, ingrédients biomimétiques, on met un graphique, on met quelques chiffres, wow, ça devient crédible. Tout de suite, on prend son cerveau, sa rationalité, on la remet entre les gens de psychologues, de neurologues, etc., qui ont créé la pub, on leur remet le cerveau, l'esprit critique, et puis on croit toujours, regardez la prémisse de départ, on croit toujours que notre comportement découle de nos intentions. Alors, c'est tout à fait faux. Donc, je m'en vais vers la fin déjà. Rappel, la parole pour convaincre est au centre des relations humaines. On est dans la démocratie, on est là. Nous avons renoncé à la violence, on l'a fait en prenant part à la démocratie, en la faisant vivre. Et renoncer à la violence veut dire, convaincre ne veut pas dire violence. C'est un refus de la violence, la parole. L'équation, elle est là. Une parole qui est donc détournée, surtout la parole pour convaincre, la parole manipulée. C'est priver l'autre de sa liberté, puis c'est un retour de quoi? De la violence. C'est infiniment violent. Il y a des sortes, il y a des formes, il y a des légères, il y en a des plus graves, mais on est là. La jeune qui vient me voir dans mon bureau, qui dit « Patrick, mon chum menace de me laisser, mais il menace de se suicider si je le laisse. » Pardon. On est là. C'est prendre en otage une personne, c'est priver de sa liberté. On est là. Donc, parole détournée. Comme conclusion, puis j'imagine c'est pour animer un petit peu la question, mais pourquoi cette tolérance dans nos sociétés face à la manipulation? Il faut se la poser la question. Parce qu'une fois qu'on sait, qu'on comprend et qu'on connaît, pourquoi on la tolère encore? Parce qu'elle est là. C'est là l'aspect normatif du cours, comme je disais tout à l'heure, l'aspect philosophique. Qu'est-ce qui devrait être? Et j'amène les jeunes à ça. La psychologie ne l'enseigne pas. La sociologie nous aide à comprendre, à détecter, etc. Mais elle ne nous dit pas quoi faire. Elle nous dit, regardez comment on fait. Mais la philo, à quelque part, c'est là que des formations professionnelles, j'ai un levier, mais je les amène à discuter autour de ça. Est-ce que vous trouvez ça convenable? Et puis, je rejoins madame de ce matin qui disait, les jeunes ne sont pas cons, hein? Ils ont l'esprit critique. Ils savent très bien qu'il ne faut pas faire ça. Mais ils disent, on n'a pas le choix, Patrick. La tempête arrive, puis t'es dedans. Okay? C'est un peu ça l'idée. Donc, pourquoi cette tolérance? Je vous propose deux hypothèses tout à fait ouvertes. Une croyance, simplement, qu'une bonne cause justifie les moyens qu'on utilise. Qu'est-ce que tu veux faire? Et si tu veux le faire, prends les bons moyens pour le faire. Donc, une bonne cause justifie les moyens qu'on utilise. En bref, votre cause est juste, vous pouvez utiliser les moyens nécessaires. Réinsérer les chômeurs, réussite scolaire des garçons, arrêter de fumer les amygdales qu'on met sur vos paquets. Là. Je veux dire, on est là, dans la manipulation des affects. Est-ce que
la bonne cause justifie les bons moyens. C'est à nous de voir. Deuxième hypothèse, certaines entreprises de manipulation, bien sûr, ont obtenu des résultats flagrants. Je pense au rôle qu'a joué la manipulation, bref, depuis 50 ans pour la consommation, justement, du tabac. Et là, on a complètement inversé, là, mais on était là, le cow-boy de Marlboro, viril, qu'on stéréotypait avec son chapeau, etc. Puis il disait, si tu es un vrai cow-boy, tu fumes du Marlboro, on est là. Donc, on l'a inversé, bien sûr, depuis quelques années. Je vous propose une grande réponse. Pourquoi la refuser, cette manipulation-là? Pour une chose fondamentale, peut-être beaucoup d'autres, c'est que ça sape notre lien de confiance avec la parole, à la base. Le lien de confiance qu'on peut avoir, ça menace ultimement la démocratie, c'est-à-dire que l'emploi de méthodes limitant la liberté de conscience profite en fin de compte à qui? À des valeurs hostiles à la liberté. C'est-à-dire on prive les gens de cette liberté de la parole-là. On ne ferait pas ça aux enfants, mais on le fait quand même à quelque part. Et voilà Chomsky qui revient, qui nous dit, donc, si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. C'est ma petite goutte dans l'océan. À quelque part, je me plais beaucoup à faire ça. Les étudiants sont très participatifs. On avait peur au début. Quand on a offert le cours, on avait vraiment, vraiment peur. C'est-à-dire, les gens venaient voir et disaient, on va tenter ton coup, là, on y va avec ça. Mais s'il n'y a pas plus que 15 étudiants d'inscrits, on ne peut pas partir le cours, c'est impossible. Et puis, ça fait 6 ans qu'ils se donnent ce cours-là, à raison d'une fois par année. Puis j'ai toujours entre 30 et 40 étudiants qui sont là, qui sont au front, puis qui travaillent, puis qui ont du plaisir. Puis voilà.